Les catastrophes naturelles ont depuis toujours intéressé les artistes. Les livres, séries, films, peintures, traitant de phénomènes naturels extrêmes sont innombrables, et remontent même jusqu'aux livres sacrés, avec par exemple le déluge qui entraînera la construction de l'Arche de Noé. Ces histoires, ayant une dimension presque cathartique, sont très souvent le reflet des peurs profondes des sociétés d'où elles émergent. Il est donc naturel que quand on s'intéresse au Japon, ces histoires de catastrophes tournent principalement autour de deux thématiques. L'arme nucléaire pour commencer, traumatisme difficile à oublier pour un peuple ayant connu la peur qu'elle inspire. Ensuite, bien évidemment, le pays étant tristement connu pour ça, les tremblements de terre. Étrangement, le monde de l'animation est resté assez silencieux sur ce sujet. Malgré mes recherches, je n'ai pu trouver que 2 animés et une série de 2 films qui abordent cette thématique. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on va maintenant partir ensemble à leur découverte. Commençons par le plus récent et aussi le plus facile à trouver, à savoir Japan Sync, qui est tout juste sorti cette année. Alors, Japan Sync 2020, aussi appelé Nihon Shimbutsu, est une adaptation en animé de 10 épisodes d'un roman de Komatsu Sakio, publié en 1973 au Japon. C'est Masaaki Yuasa et son studio Science Saru qui s'en sont occupés, pour en faire un Netflix original, comme il avait déjà fait auparavant avec Devil May Cry Baby en 2018. Tout comme ce dernier, il s'agit ici d'une réécriture de l'œuvre originale, afin de l'adapter à notre époque. On y suit donc la famille Muto, composée du père japonais, de la mère originaire des Philippines et de leurs 2 enfants. Du coup, vu le thème de la vidéo, vous savez probablement ce qui va se passer, et effectivement, un tremblement de terre d'une puissance sans pareille va réduire à néant leur paisible quotidien, plongeant le Japon entier dans le chaos, et dans la mer au passage, comme le titre Japan Sync l'annonçait. Bon alors, Japan Sync, c'est un cas un peu particulier parce qu'il a de très bonne qualité, mais il a aussi de gros défauts. Le début de l'animé notamment, les 2 premiers épisodes sont juste parfaits, au point où on a cru à un moment avoir affaire à un nouveau chef-d'œuvre. On a notamment la musique, l'ambiance, la tension qui est exceptionnellement intense, bien plus que dans les autres animés du même genre dont on parlera dans cette vidéo, mais malheureusement l'animé se perd à mi-chemin avec un arc qui a été décrié par tous, tant il fait tâche avec le reste de la série. Alors cet arc en particulier introduit des personnages peu intéressants ou importants, et c'est pas du tout à quoi on s'attend dans un animé catastrophe. En fait, les situations sont si tellement étranges dans cet animé qu'on se retrouve plusieurs fois à avoir un fou rire tant ce qui se passe c'est inattendu. Donc par la suite, l'anime se reprend et finit ses derniers épisodes sur une meilleure lancée, et cet arc fait indéniablement baisser beaucoup la note totale de l'œuvre. Et c'est bien dommage parce que l'anime il avait beaucoup de potentiel, certaines idées sont excellentes, le traitement des personnages il est plutôt intéressant dans l'ensemble, et l'anime étant sur Netflix, il recule pas non plus quand il s'agit de montrer des scènes horrifiques et gore, élément essentiel pour instaurer une certaine ambiance. De plus, on notera l'animation de Masaaki Yuasa, qui cette fois-ci essayait de rendre les scènes et paysages particulièrement réalistes, ce qui la rend excellente. Mais malgré les défauts que j'ai pu souligner, je pense que cet animé mérite d'être vu. Il ne fait que 10 épisodes, et il est facile d'accès comme il est disponible sur Netflix. On vous encourage donc à aller le voir. Passons maintenant au 2e animé de cette vidéo. Il m'a été recommandé après avoir été déçu par Japan 6, et en plus il vient juste d'arriver sur ADN cet automne. Je parle bien sûr de Tokyo Magnitude 8. C'est un animé original de 11 épisodes, fait en collaboration par le studio Bones et Kinema Citrus, qui est sorti en 2009. On y suit Mirai, une collégienne de 13 ans en pleine crise d'adolescence, ainsi que son frère Yuki, qui lui en a 8. Leurs noms ne sont d'ailleurs pas choisis au hasard, puisque Mirai, qui signifie futur, se pose plein de questions et stresse quant à son avenir, envieuse de ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Elle passe sa vie à ne rien faire en restant sur son téléphone et, en plus de cela, est très capricieuse envers sa famille, dont son petit frère Yuki, dont le nom signifie courage, et qui lui aussi porte très bien son nom. En effet, Yuki est un enfant modèle, toujours gentil et qui fait de son mieux pour que les relations entre ses parents et sa sœur se passent bien. Alors que les vacances d'été commencent, il demande à aller à une exposition sur les robots à Odaiba, mais leurs parents devant aller travailler, c'est Mirai qui est chargé de l'accompagner. Alors qu'ils sont sur place, comme le titre l'annonçait, un terrible séisme de magnitude 8 frappe Tokyo de plein fouet. On suivra donc Mirai et Yuki tenter de rentrer chez eux accompagnés d'une femme dans la trentaine qui les aidera dans cette aventure. Bon, alors par rapport à Japan Sync déjà, Tokyo Magnitude 8 c'est beaucoup plus standard, et ça correspond tout à fait à ce que l'on peut attendre d'un animé catastrophe. En effet, la catastrophe est un prétexte pour permettre à l'animé de présenter un drame humain. On a beau y trouver des messages assez simples qui ont déjà été vus et revus 1000 fois, comme le fait qu'on ne se rende compte de ce qu'on a qu'une fois qu'on l'a perdu, c'est pas vraiment un problème car ils sont plutôt bien traités dans l'animé. Le rythme peut être considéré comme assez lent, mais perso il m'a pas posé de problème. Les personnages sont assez intéressants et l'histoire se centre surtout sur Mirai, qui est celle qui a le plus besoin d'évoluer. En effet, bien que Yuki soit beaucoup plus jeune, il reste constamment positif, ne se plaint jamais et continue d'aller de l'avant, tout en faisant attention aux sentiments de sa sœur. Mirai de son côté est au début insupportable, c'est une adolescente typique qui continue d'affirmer qu'elle n'est plus une enfant mais qui est bien loin d'être une adulte. La catastrophe vient ainsi lui offrir une opportunité d'évoluer et de grandir face aux épreuves qu'elle va endurer.
Je peux pas en dire plus sans arriver sur du spoil, donc je finirai juste en disant qu'il s'agit selon moi du meilleur animé parmi les 3 de cette vidéo, et qu'il mérite vraiment le coup d'œil. Alors pour finir, on va maintenant passer sur... Taiyo no Mokushiroku. Ouais, voilà, qui signifie aussi l'esprit du soleil. Donc il s'agit à la base d'un seinen de 17 volumes, publié entre 2002 et 2008, et écrit par Keiji Kawaguchi. On s'intéresse aujourd'hui à son adaptation animée en 2 films, de 1h20 chacun, sortis en 2006 et réalisés par le studio Madhouse. On y suit différents personnages, ainsi qu'un certain Genichiro Ryu, un jeune garçon dont le père et grand-père sont des politiciens très haut placés du gouvernement japonais. Alors qu'il est dans une maison de vacances, seul en montagne, un terrible séisme de magnitude 8,8 se produit, et détruit complètement le Japon, allant même jusqu'à créer l'un des plus terribles cauchemars des Japonais, l'éruption du mont Fuji. Par la suite, les séismes continuent, et vont même encore plus loin, allant jusqu'à séparer entièrement le Japon en deux. Si Taiyo no Mokushiroku est intéressant, c'est d'abord et avant tout parce qu'il est différent des 2 autres qu'on a déjà présentés. Plutôt que de suivre un drame humain, on va plutôt suivre un drame national, la perte du Japon. En effet, les films abordent énormément la thématique géopolitique. Ainsi, on voit le gouvernement japonais recevoir de l'aide des pays étrangers, jusqu'à être forcé d'accepter de perdre sa souveraineté. Plus de la moitié de l'œuvre se passe d'ailleurs 15 ans après la catastrophe. À cette époque, le Japon a été divisé en 2 territoires, dirigés respectivement par les États-Unis et la Chine, nécessitant des formulaires stricts pour passer de l'un à l'autre. Ce n'est pas sans rappeler l'Allemagne d'après-guerre, avec la RFA et la RDA. Au final, on suivra surtout Ryu qui, une fois devenu adulte, vit à Taïwan comme des dizaines de milliers d'autres réfugiés. Tout l'intérêt des 2 films sera de voir les personnages tenter de récupérer le Japon qui leur a été volé, que ce soit par le terrorisme, des solutions diplomatiques ou encore des révoltes armées. Alors oui, on peut dire que je triche un peu en les intégrant à cette vidéo, parce que effectivement le séisme n'est ici qu'un prétexte à une histoire qui traite de géopolitique, d'identité nationale, etc. Mais j'ai bien été obligé, parce que comme je vous l'ai dit au début, ce sont les seuls animés que j'ai trouvés sur le sujet des tremblements de terre. Je trouve ça assez étrange venant de la part du Japon, mais ce n'est d'ailleurs pas le seul thème à être peu traité en animé. Le thème du zombie, sur lequel on fera sûrement une vidéo un jour, est lui aussi très largement sous-traité, tout comme celui du post-apo en règle générale. Comme il s'agit de thèmes que j'apprécie tout particulièrement, j'ai l'espoir d'en voir un peu plus à l'avenir. Et en voyant Netflix venir mettre son grain de sel depuis quelques années, j'ai bien l'impression que cet espoir pourrait se réaliser plus vite que je ne le pense. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo, on espère que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous pouvez aussi partager à vos amis ou sur Twitter, ça nous aiderait beaucoup. Enfin, je rappelle que nos Twitter sont en description, donc vous pouvez venir discuter avec nous à tout moment. Sur ce, merci encore d'avoir regardé, et à la prochaine.